Le naufrage du Titanic était-il écrit? Retour sur l'histoire d'une catastrophe inévitable. L'un des deux vigies qui a survécu à la catastrophe dit que s'il avait eu des jumelles, eh bien, il aurait gagné les quelques secondes suffisantes pour que le paquebot puisse contourner l'iceberg. Les secrets de Fatima. L'histoire de mystérieuses prophéties qui, depuis plus d'un siècle, intriguent le monde entier. L'intégralité de la prophétie n'a pas été livrée au grand public. L'autre partie demeure un mystère. Les évadés d'Alcatraz ont-ils survécu à leur évasion? De récentes analyses permettent aujourd'hui de l'affirmer. Moi, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de savoir comment disparaître. Et donc, moi, je crois absolument qu'ils s'en sont tirés. « 10 avril 1912. Le Titanic, un paquebot de 269 mètres, quitte le port de Southampton pour rejoindre New York, avec à son bord 2200 passagers. La plupart ignoraient qu'il y avait de quoi sauver que 1100 personnes à peu près, alors qu'il y avait 2200 personnes à bord. Ce fleuron de la navigation va heurter un iceberg et sombrer au beau milieu de l'Atlantique. On peut considérer que la catastrophe du Titanic est le résultat d'un excès de confiance. Aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre existent autour de cette terrible catastrophe. Il y a eu, non pas un défaut, deux défauts, mais une succession de petites choses qui ont conduit à la catastrophe. Retour sur le naufrage du Titanic, chronique d'une catastrophe annoncée. Août 2019, au beau milieu de l'Atlantique Nord. L'équipe de Triton Submarines, une société spécialisée dans la plongée en grande profondeur, s'apprête à descendre à plus de 3800 mètres auprès de l'épave la plus célèbre du monde, celle du Titanic. En étudiant les restes du paquebot, l'équipe de chercheurs va faire une mystérieuse découverte. Il y a une bactérie qui a été découverte par des scientifiques donc sur l'épave du Titanic qui agit en fait en rongeant petit à petit l'acier dont est constitué le navire et qui participe à sa dégradation progressive. On a tendance à constater depuis quelques années que ce phénomène s'accélère et que l'épave du Titanic, très probablement, va finir tôt ou tard par disparaître, s'affaisser totalement sur elle-même et être complètement dissoute au fond de l'océan. Selon les chercheurs, les vestiges du Titanic auront totalement disparu à l'horizon 2030. Sa lente décomposition marquera sans doute la fin d'un destin aussi tragique que mystérieux. Aujourd'hui, avec les éléments dont on dispose, on remarque que le Titanic a connu une succession d'événements tels que son arrivée à New York était quasiment impossible.
Aujourd'hui, lorsque vous bâtissez un paquebot, eh bien, vous le faites avec la suite d'erreurs qui ont été commises à l'époque du Titanic. Le Titanic n'a pas fini et, à mon sens, n'aura pas fini avant longtemps d'épuiser la part de mystère qui est en lui. 1898 aux États-Unis. Cette année-là, l'écrivain Morgan Robertson publie Le naufrage du Titan. Un ouvrage dans lequel il décrit une catastrophe maritime qui ressemble étrangement à celle du Titanic. Suite au naufrage du paquebot en avril 1912, soit 14 ans avant la publication du livre de Morgan Robertson, beaucoup vont y voir une mystérieuse prémonition. Morgan Robertson écrit 14 ans avant l'accident du Titanic un livre au titre évocateur « Le naufrage du Titan ». C'est invraisemblable. 14 ans avant, le nom Titan pour Titanic, le capitaine qui l'invente s'appelle Smith, comme le capitaine du Titanic. Le bateau ressemble, les 3 hélices par exemple du Titanic, on les retrouve dans les 117 pages du roman de Robertson. Et puis l'accident est quasiment le même. C'est un navire insubmersible qui va percuter un iceberg. Le nombre de victimes, je crois qu'il l'avait estimé à 1600 et ça a été 1500. Par contre, il a estimé que c'était au 3e voyage du Titanic, alors que c'était arrivé à son voyage inaugural. Mais enfin, dans l'ensemble, il y a une concordance importante des éléments réunis par Robertson. Le nombre, par exemple, de canaux de sauvetage, 20, exactement le même que dans la réalité, qui laisse à penser qu'il y a une sorte de fulgurance, de prémonition. Et on retrouve dans ces pages ce qui va se produire lors de l'accident du Titanic. C'est une similarité qui est tout à fait troublante et on peut se demander comment cet homme a eu l'idée d'écrire un livre qui se rapproche autant de l'histoire réelle du Titanic, avec autant de points communs. L'accident survenu dans la nuit du 13 au 14 avril 1912 était-il prévisible ? Si la compagnie chargée de la construction du navire était réputée pour son savoir-faire, aujourd'hui encore, on ne comprend pas pourquoi le Titanic a pris la mer avec autant de défauts de conception. Il y a des éléments qui étaient énormes qu'on a laissé passer, en fait. Notamment sur le fait de construire des cloisons étanches, mais qui ne montaient pas jusqu'au niveau le plus haut du navire. Donc, il suffisait à l'eau finalement de passer par-dessus pour inonder le compartiment suivant. Ça, on considérait que c'est une faiblesse de conception assez incroyable. Il y a également le nombre de canaux de sauvetage. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris plus de canaux de sauvetage à bord pour mettre à bord l'ensemble des passagers et membres d'équipage, ce qui, aujourd'hui, paraît tomber sous le sens complètement. Un autre élément déterminant laisse penser que ce paquebot n'aurait jamais pu rallier New York pour son voyage inaugural. En 2017, Senan Molony, un journaliste anglais, va mettre en lumière des clichés sur lesquels on aperçoit une mystérieuse tache noire sur la coque du navire. Selon les archives de l'époque, la coque avant du Titanic aurait été sérieusement endommagée par un incendie qui couvait depuis plusieurs semaines dans les cales à charbon du navire. Molony, c'est une sommité en Irlande. Il a fait plusieurs grands journaux. Il est directeur de rédaction d'un des plus importants journaux irlandais. Initialement, c'était un journaliste d'investigation criminelle. Donc, il a regardé ce qui paraissait inhabituel dans l'histoire du Titanic. En se basant sur des photos du Titanic avant son départ, il a supposé que l'on pouvait voir sur la coque du Titanic les traces d'un incendie. Un incendie dans une soute à charbon du Titanic. Cet incendie, il est certain, c'est un fait historique. Cet incendie aurait démarré alors que le navire était encore à quai sur les chantiers de Belfast. Encore plus étrange, le Titanic aurait entamé son voyage vers New York alors que le feu sévissait encore dans les cales à charbon.
Il arrive à Southampton où il passe presque 5 jours et où ils auraient pu provoquer le concours des pompiers de Southampton et ils ne l'ont pas fait. Ça reste une énigme. Selon les témoignages de 2 mécaniciens du Titanic qui ont survécu à la catastrophe, l'incendie aurait altéré la coque en acier du paquebot à l'endroit même où il est entré en collision avec cet immense iceberg. On a le témoignage de 2 quartiers-maîtres mécaniciens qui ont dit que la cloison étanche qui était dans cette soute était endommagée. Mais en gros, ils ont considéré que le problème était réglé. Bologna, lui, il dit que c'était beaucoup plus grave et ils étaient en train de marcher à pleine vitesse pour arriver le plus vite possible à New York et se rendre maître de l'incendie. C'était certainement quelque chose de peu raisonnable de faire une traversée avec un incendie non maîtrisé. Et donc ça peut avoir joué, aggravé la résistance de la cloison au moment où le bateau faisait eau par l'avant. Au-delà d'une prise de risque démesurée, le paquebot va connaître une succession d'événements incompréhensibles qui vont causer sa perte. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte le port de Southampton sous les applaudissements des milliers de personnes venues assister à son départ. À son bord, le Titanic bénéficie des meilleures technologies de l'époque. Le navire dispose notamment de la radiotélégraphie qui lui permet de communiquer presque en direct avec la terre ferme, comme avec les autres bateaux. Un gage de sécurité et de confort pour les passagers, qui sera pourtant l'une des causes de ce terrible naufrage. Il y avait à bord du Titanic pour la première fois des télégraphistes. Et ça aurait dû être vraiment l'élément clé de la sécurité du Titanic. Sauf que ces télégraphistes étaient non pas des employés de la White Line, mais des employés Marconi, de l'entreprise de télégraphe de Marconi. Et ces employés reçoivent des centaines et des centaines de messages, de télégrammes pour les passagers. C'est le Wi-Fi de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que la communication des messages liés à la navigation n'était pas forcément un travail prioritaire des opérateurs radio. Et ce côté de loisir de la communication va avoir un rôle très important dans la catastrophe. Les télégraphistes auraient dû voir quelques messages, notamment 3 messages d'un autre bateau, d'un bateau qui était juste devant le Titanic, qui a prévenu à 3 reprises. Il y a un champ de glace. D'ailleurs, nous sommes arrêtés. Faites attention à ce champ de glace, il est hors de question de prendre ce risque considérable. Il y a eu un problème dans le traitement de ces messages. Et donc c'est seulement après le naufrage du Titanic qu'on a pris conscience de l'importance de privilégier les messages de navigation plutôt que ceux des passagers. Ce navire qui a tenté de prévenir le Titanic, c'est l'USS Californian, un cargo de transport transatlantique. Dans la nuit du 12 au 13 avril 1912, le commandant Stanley Lord avait émis un message à tous les navires des environs pour indiquer qu'une mer de glace se trouvait sur leur route. Ce qui s'est passé quelques heures avant la collision du Titanic avec l'iceberg, le Californian a identifié un grand navire à l'horizon qui était probablement un navire à 4 cheminées, donc qui pouvait correspondre à la description du Titanic. Seulement, le Californian lui-même s'est très vite retrouvé bloqué par la glace et donc le commandant du Californian a décidé de s'arrêter pour la nuit et il a fait émettre à son opérateur radio un signalement pour prévenir les navires qui croisaient dans les environs qu'il y avait un champ de glace dans ce secteur-là. Ce message, jamais pris en compte par l'équipe du Titanic, va causer sa perte. Pire encore, l'USS Californian, seul navire situé dans la zone du Titanic, était injoignable. Le signal radio du Titanic est parvenu à de nombreux navires qui traversaient l'Atlantique à ce moment-là, notamment d'ailleurs son jumeau l'Olympique qui l'a reçu, mais qui était beaucoup trop loin pour lui porter assistance. En revanche, il y a un navire dont on sait aujourd'hui qu'il était relativement proche du Titanic, bien qu'il était lui-même bloqué par la glace cette nuit-là.
qui est le Californian, et dont la radio était coupée en fait au moment où le Titanic a émis ses appels de détresse. Mais le Californian n'avait qu'un opérateur radio et ces gens-là travaillaient 14 à 16 heures par jour, donc le type s'était octroyé quelques heures de sommeil. Ce qui fait que les appels de détresse du Titanic n'ont jamais été reçus par le Californian. Plus mystérieuse encore, l'USS Californian n'a pas identifié les fusées tirées par le Titanic comme des signaux de détresse. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas identifié clairement les fusées de détresse du Titanic. Ils ont vu des signaux lumineux dans le ciel, mais qui n'ont pas réussi à identifier comme étant des signalements de détresse. Du coup, la nuit s'est passée, et c'est le lendemain matin, quand ils ont rallumé leur radio, qu'ils ont entendu énormément de messages provenant de différents navires, signalant que le Titanic avait envoyé des signaux de détresse, que de ce que l'on en savait à ce moment-là, il avait probablement coulé parce qu'il avait cessé d'émettre. Et donc, le commandant du Californian, à ce moment-là, a décidé de se rendre sur les lieux du naufrage, mais évidemment, il y avait déjà plus, le Titanic avait totalement coulé, donc il n'y avait absolument plus rien à faire à ce moment-là. Le 19 avril 1912, une semaine après le naufrage du Titanic, le Sénat américain lance une enquête pour déterminer les causes de cette terrible catastrophe. Et parmi les éléments découverts, les élus américains vont retenir qu'étrangement, les vigies n'étaient pas équipées de jumelles. À bord du Titanic, il y a 2 vigies. Et ces vigies sont là pour surveiller un éventuel danger. En fait, il n'y a pas 36 dangers possibles. C'est le danger des icebergs. On sait que dans l'Atlantique Nord, à cette saison, il y a la possibilité d'icebergs. Ces 2 vigies sont aguerris. On ne prend pas évidemment des personnes totalement myopes qui n'y voient rien, on prend des gens qui connaissent exactement leur métier. Sauf qu'il y a une première négligence, il n'y a pas de jumelles. Alors, pas de jumelles dans un paquebot aussi prestigieux avec tout le confort, toute la technologie à bord, ça paraît complètement extraordinaire. Si les jumelles étaient bien sur le bateau, elles étaient rangées dans un placard dont la clé avait été conservée par un officier, mystérieusement muté la veille du départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier officier a été muté juste avant la veille et a emporté la clé. Ça a l'air vraiment d'un détail anodin. Et donc les vigies devaient faire à l'œil nu, sans les jumelles. À l'époque, on considérait que les jumelles elles servaient uniquement à identifier un objet. En fait, la détection, dans un premier temps, elle se faisait toujours à l'œil nu. Parce qu'avec des jumelles, en fait, on a un champ de vision qui est extrêmement réduit. On peut observer juste un point de l'horizon, alors qu'il faut que les vigies aient en permanence un balayage complet du panorama qui est devant eux. Lors de l'enquête qui a suivi la catastrophe, l'un des 2 vigies qui a survécu à la catastrophe dit que s'il avait eu des jumelles, eh bien, il aurait gagné les quelques secondes suffisantes pour que le paquebot puisse contourner l'iceberg et que la catastrophe ne se produise pas. L'enquête du Sénat a aussi mis en lumière la vitesse à laquelle voguait le Titanic. Une vitesse considérée comme excessive, qui ne pouvait pas lui permettre d'engager une manœuvre d'évitement. Le navire a une vitesse élevée. Les officiers de quart savaient qu'ils allaient rentrer dans la zone entre 21h et 23h. Donc la vitesse a été maintenue parce que la visibilité était bonne. Mais c'était quand même une imprudence et qui a été considérée comme telle après coup. Ça entraînait des réactions tardives en cas de détection d'un iceberg. Mais il y a une autre chose qui est assez étrange, c'est que quand on a interrogé des marins, des capitaines, dans le cadre des commissions d'enquête sur le naufrage du Titanic, tous se sont accordés à dire, à l'époque, et ça c'est quelque chose qui peut surprendre aujourd'hui, que lorsqu'on était dans une situation de danger, la pratique, c'était d'aller vite. Quand on traversait une zone dangereuse, on allait le plus vite possible pour mettre le danger derrière soi le plus rapidement possible, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant, mais qui était la pratique courante à l'époque. Si l'équipage du Titanic peut être pointé du doigt, selon Tim Moulton, un historien anglais spécialiste du Titanic, dans la nuit du 13 au 14 avril, le navire aurait vogué sur l'Atlantique dans des conditions météorologiques extraordinaires, entraînant ce qu'on appelle un phénomène de mirage supérieur.
Avec ce phénomène de mirage supérieur, en fait, dans la mesure où la ligne d'horizon est beaucoup moins facile à distinguer pour les marins, on peut avoir l'impression assez étrange qu'un bateau flotte en fait au-dessus de la mer, dans le ciel. C'est ce qui a donné naissance dans l'imaginaire des marins, qui est très fécond, à la légende des bateaux fantômes, en fait, des navires fantômes. Ce phénomène rarissime a rendu impossible aux vigies qui observaient l'horizon de distinguer l'iceberg en approche. Selon Jean-Philippe Marre, membre de l'Association française du Titanic, l'équipage aurait fait preuve d'un excès de confiance. À une époque de progrès technologiques sensationnels, tout porte à croire que l'homme s'est cru supérieur aux éléments. Il s'est imaginé capable de dompter les caprices des océans. La vérité, c'est que, en fait, on était arrivé à l'époque du Titanic à un degré de confiance et de perfectionnement dans la construction navale qu'on pensait que finalement l'homme avait totalement pris le contrôle des éléments naturels, qu'on allait réussir à dompter la nature. C'est la belle époque, hein. On est dans la révolution industrielle, on est dans une époque de confiance dans la technologie. Et on se dit que la construction navale a atteint un niveau de perfectionnement tel qu'un naufrage d'ampleur importante, avec des pertes humaines de grande envergure, c'est quelque chose qui, voilà, statistiquement, n'a quasiment plus aucune chance de se produire à l'époque du Titanic. Si la lente décomposition du Titanic marquera la fin d'une enquête qui aura duré plus d'1 siècle, il semblerait que les eaux de l'Atlantique recèlent encore quelques mystères. En 2017, l'océan a rejeté sur une plage du Canada une bouteille contenant une lettre datée du 13 avril 1912. Tout porte à croire que cet énigmatique message aurait été rédigé par un passager du Titanic. Ces découvertes deviendront bientôt les seuls témoignages de ce mystérieux naufrage. « 1917 au Portugal. Cette année-là, le village de Fatima va être le théâtre d'événements encore à ce jour totalement inexpliqués. Je pense sincèrement que ce qui s'est passé à Fatima en 1917 va faire débat pour toujours. Pour l'Église catholique, il s'agit d'une apparition mariale. Un bref instant où la Vierge Marie apparaît pour transmettre un message prophétique. L'intégralité de la prophétie n'a pas été livrée au grand public. L'autre partie demeure un mystère. Un mystère entretenu par le Vatican et qui va laisser place aux plus folles rumeurs. Ça laisse toutes les portes ouvertes à l'imagination, avec le pire comme le meilleur. Enquête sur les mystères des secrets de Fatima, ces étranges messages qui font vaciller le Vatican. « 13 mai 1917, une date qui a bouleversé la chrétienté. Depuis plus d'1 siècle, le monde entier se passionne pour de mystérieux messages qui auraient été révélés par la Vierge Marie à 3 jeunes bergers au Portugal. Cette apparition surnaturelle, elle va se manifester pas moins de 6 fois entre ce fameux 13 mai 1917 et octobre 1917, date phare dans les apparitions mariales. Et surtout, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie va leur révéler ce qu'on appelle des secrets. Il va y en avoir 3. Ces 3 messages, ce sont les secrets de Fatima. Des secrets aux allures de prophétie. Parmi eux, 2 vont être révélés au monde et créer la stupeur.
Il faudra attendre le pape Pie XII, le 18 avril 1942, pour qu'il révèle le contenu des 2 prophéties. Et alors c'est tout à fait fou, parce que ces prophéties qui ont été faites en 1917 annonçaient l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et la montée du communisme dans le monde. Le 3e secret, quant à lui, demeure un véritable mystère et serait encore aujourd'hui soigneusement caché par le Vatican. Le 3e secret va tomber dans les oubliettes du Vatican et ce dernier refusera toujours de le rendre public. Le simple fait qu'il la garde secrète, ça va délivrer évidemment les pires fantasmes, les pires rumeurs. Pourquoi le Vatican refuse-t-il de délivrer ce secret? Et surtout, que se cache-t-il derrière? Est-ce que c'est quelque chose d'apocalyptique? Est-ce que ça concerne le monde? Est-ce que ça concerne la religion, peut-être? Que contient réellement le 3e secret de Fatima? Pour certains, cette prophétie annoncerait la fin de la papauté et la chute de l'Occident. Pour comprendre cette incroyable histoire, il faut se rendre à Fatima, un petit village du Portugal situé au nord de Lisbonne. Il faut remettre dans le contexte de l'époque. Fatima, en 1917, d'un point de vue historique, on est en pleine Première Guerre mondiale. Et Fatima, c'est un tout petit village de 200 habitants. À 120 km de Lisbonne. Un village principalement rural où il y a un taux d'analphabétisme très important. Déjà, à l'époque, le Vatican, qui a eu vent de ces apparitions, enquête dans le plus grand secret sur ces mystérieux événements qui auraient débuté le 13 mai 1917. Le 13 mai 1917, 3 petits bergers du nom de Lucia Santos, Jacinta et Francesco Marto vont prétendre avoir assisté à des manifestations surnaturelles incroyables et à la présence d'une très belle dame de lumière et qui tient un chapelet à la main. Cette femme, selon eux, c'est la Vierge Marie qui s'est présentée à eux et qui leur a délivré des secrets. Et les 3 bergers n'ont absolument pas le droit de délivrer la teneur de ces secrets. À quel étrange phénomène ces 3 petits bergers ont-ils assisté? Dans ce pays très pieux, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre et susciter un fort intérêt de la population. Soucieuse de préserver son hégémonie, l'Église, comme la police, va réagir brutalement. Il n'y a pas plus incrédule que l'Église face à ses propres miracles. Donc on va les mettre en prison. On parle quand même d'enfants. Ils ont 10, 7 et 9 ans. Pendant 2 jours, on va essayer de leur faire cracher le morceau. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que la Vierge vous a dit? Mais ils ne diront rien. Comment ces jeunes enfants parviennent-ils à tenir face à la pression de l'Église et des autorités? Le 14 août 1917, après 2 jours d'enfermement, les 3 petits bergers sont relâchés. Bien décidés à prouver leur bonne foi, ils vont affirmer que le 13 octobre 1917, un miracle va se produire dans la fameuse prairie des apparitions. Loin de revenir sur leur version, les 3 enfants vont même aller plus loin. Ils vont donner un rendez-vous à tout le village. Et ce rendez-vous, c'est le 13 octobre 1917, parce qu'ils ont supplié la Vierge Marie, afin qu'on puisse les croire, d'effectuer ce jour-là précisément un miracle sous les yeux de tous. En peu de temps, tout le Portugal a connaissance que le 13 octobre 1917, un mystérieux miracle devrait avoir lieu. Pourtant, si 70 000 personnes vont se rendre dans la Cova da Iria pour assister à cet événement, la foule de spectateurs va aussi compter de fervents détracteurs.
D'abord, il y a beaucoup d'attentes, les gens attendent pendant des heures, et donc vous avez deux clans. Vous avez le clan des croyants et le clan des moqueurs, on peut dire ça comme ça. Parmi tous les sceptiques, il y en a un qui nous intéresse parce qu'il est journaliste, qu'il s'appelle Amelino de Alveda et qu'il est particulièrement connu parce qu'il travaille pour un très grand journal de Lisbonne qui s'appelle Le Siècle. Et lui-même, il est connu pour son agnosticisme et il est là évidemment pour prouver à tout le monde que c'est une supercherie et il va bien le relayer dans son journal. Lucia Santos, Francesco et Jacinta Marto vont-ils réussir à prouver au monde que ce qu'ils disent est vrai? Si ces mystérieux événements du 13 octobre 1917 restent à ce jour inexpliqués, des milliers de témoins vont assister à ce qui est encore aujourd'hui connu comme la danse du soleil. Ce 13 octobre 1917, il pleut des cordes. Il fait un temps de chien, les gens sont dans la boue et tout le monde est avec son parapluie ouvert en train d'attendre. Quoi, on ne sait pas. Et il y a ces trois petits bergers qui vont dire « fermez votre parapluie ». Et finalement, les gens vont s'exécuter. Et au moment où les parapluies vont se fermer, le soleil va apparaître. Et il ne va pas simplement apparaître. Il va commencer une sorte de danse du soleil. Il va commencer à tourner autour de lui à 360, puis à vaciller. Et alors, il va commencer à se rapprocher étrangement de la Terre, ce qui va créer un vent de panique. Donc c'est ça qui a terrifié la foule, c'est le fait d'avoir le sentiment que ce disque qui tourne arrive vers eux et va les écraser. Que s'est-il passé ce 13 octobre 1917 dans la Cova da Iria, au Portugal? Pourrait-il s'agir d'un miracle? D'après les informations recueillies par le Saint-Siège, ce mystérieux phénomène a suscité autant de peur que de fascination. Les gens interprètent en fonction de leur imaginaire aussi. Donc on a plusieurs versions. Il y a une version qui est assez intéressante où finalement on n'est pas tellement sûr que ce soit le soleil, mais plutôt un disque argenté qui tournerait sur lui-même, donc ce qui laisse aussi la porte ouverte à d'autres interprétations. D'une certaine façon, c'est un soleil qui n'éblouit pas. Des gens vous diront non, c'est pas le soleil, d'autres c'est le soleil. En fait, les avis diffèrent, mais il y a un point commun pour tous les gens qui sont là, c'est la peur. En fait, les gens sont absolument tétanisés et terrifiés. Aujourd'hui encore, on n'est pas capable d'expliquer scientifiquement ce qui s'est passé, ou alors on pourrait dire que ces 70 000 personnes ont été victimes d'une illusion d'optique collective. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il était annoncé par la petite fille ce jour-là précisément. Le Vatican, parfaitement au courant de ces mystérieux événements, refuse toujours de se prononcer. Mais une révélation faite par la Vierge aux trois petits bergers va changer la donne. Si les trois enfants ont jusqu'à présent refusé de dire quoi que ce soit de la teneur de ces prophéties, la petite Lucia Santos a tout de même révélé que la Vierge lui aurait dit que ses deux compagnons de bergerie, c'est-à-dire Francesco et Jacinta, allaient bientôt la rejoindre. En effet, un an après cette mystérieuse prophétie, Francesco et Jacinta Marto vont être emportés par la grippe espagnole. Cette terrible prémonition va définitivement convaincre le Saint-Siège, qui dès lors va exiger de Lucia Santos qu'elle révèle les secrets. Mais malgré l'insistance du Vatican, la jeune fille va s'enfermer dans le silence. L'Église exige qu'elle rédige les secrets, c'est-à-dire elle n'a pas voulu parler pendant très longtemps, elle a gardé ça pour elle, et puis à un moment donné, il y a une pression de l'Église catholique, du Vatican, qui veut à tout prix lire et posséder les écrits de cette religieuse pour étudier ces secrets de Fatima. Finalement, en 1941, soit 24 ans après les mystérieux événements de Fatima, Lucia Santos va accepter de confier au Vatican la teneur du message qu'elle aurait reçu de la Vierge en 1917. Lucia Santos, elle va entrer au couvent,
Et ce n'est que 24 ans plus tard, soit en 1941, qu'elle va consentir à poser par écrit les 2 premières prophéties. Pour que le peuple, entre guillemets, soit au courant des secrets, il faudra attendre 1 an plus tard, c'est-à-dire 1942, où le 18 avril, le pape Pie XII va révéler 2 des secrets, soit l'arrivée du communisme en Russie et l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Si 2 des révélations de la Vierge de Fatima ont été transmises au public par le pape Pie XII le 18 avril 1942, il faudra attendre 1944 pour que le Vatican puisse enfin prendre connaissance du 3e secret de Fatima. Et il faudra attendre 1944 pour qu'elle couche par écrit le 3e secret, mais avec une condition, ce dernier ne devra pas être révélé avant 1960. C'est-à-dire que le Vatican avait une enveloppe contenant le 3e secret et va devoir patienter pendant 16 ans avant de pouvoir l'ouvrir. En 1960, quand le secret va être ouvert, il ne sera toujours pas dit au peuple. Quand on prend quelque chose au sérieux de cette façon, c'est qu'il y a quelque chose que les gens ne doivent pas savoir. Que cache le 3e secret de Fatima? Si l'Église va longtemps enfouir ce mystérieux écrit dans ses archives, ce culte du secret propre au Vatican va laisser place aux plus folles rumeurs. Le silence assourdissant du Vatican quant à ce 3e secret, vous imaginez, il va déployer tout un tas de questions, de peurs également et d'angoisse. Pourquoi le Vatican refuse-t-il de délivrer ce 3e secret? À l'époque, le New York Times est persuadé que ce 3e secret va révéler l'arrivée d'une guerre nucléaire. Tout le monde a sa petite version des faits, sa petite analyse. Donc, ça ne satisfait personne. Au Vatican, plusieurs papes vont se succéder. Et selon la coutume, ils vont tous prendre connaissance du texte de Lucia Santos sans jamais en divulguer le contenu. La délivrance viendra le 26 juin 2000. Le pape Jean-Paul II, victime d'un attentat le 13 mai 1981, va pour beaucoup interpréter le texte en sa faveur. Pour lui, sa mort était annoncée, et c'est la Vierge qui l'a protégé. Ce 3e secret parle d'un homme d'église qui gravit une montagne au milieu de ruines et qui va mourir. On accusera Jean-Paul II d'avoir voulu s'approprier cette 3e prophétie. Parce qu'à la lecture de cette dernière, elle semble beaucoup plus compliquée, symbolique, cryptée et donc difficile à déchiffrer. Les gens qui s'intéressaient de près au secret de Fatima ont compris tout de suite que c'était un message téléguidé quelque part par l'Église. C'était circulé, il n'y a rien à voir. Voilà, ce 3e secret ne parle pas de l'avenir, mais parle du passé. Donc, voilà, Jean-Paul II a été sauvé par la Vierge, circulé, il n'y a rien à voir. Donc c'est une façon de dire aux gens, arrêtez de nous enquiquiner avec le 3e secret, il est dévoilé, on n'en parle plus. Le pape Jean-Paul II a-t-il dit toute la vérité ce 26 juin 2000? L'Église catholique essaie-t-elle de nous cacher un secret bien plus effrayant? On dira que l'intégralité de la prophétie n'a pas été livrée au grand public. L'autre partie demeure un mystère. En fait, ça a été presque une déception quand on a découvert le contenu de ce secret. Et du coup, ça ne satisfait personne. Enfin, très peu de gens sont satisfaits de ça. Et encore aujourd'hui, ça crée énormément de débats. Des personnes continuent d'enquêter sur le contenu. Mais qu'est-ce que révélait ce secret? Pourquoi on ne nous dit pas tout? On nous ment. Enfin, ça part dans tous les sens, en fait, aujourd'hui, sur Fatima. Ce 3e secret, il est insatisfaisant. On ne peut pas, aujourd'hui, accepter les révélations de Jean-Paul II. Elles ne sont pas assez crédibles. Si le Vatican cachait rien, il ne serait plus le Vatican. Donc, en fait, c'est le culte du secret plus.
Le Vatican ne veut pas être remis en question. On ne peut remettre en question le dogme. Si vous remettez en question le dogme, on vous bannit. C'est tout à fait typique. Et donc, ils n'aiment pas les chercheurs, ils n'aiment pas les fouineurs, le Vatican. Et donc, si le message est à leur gloire, le message sera dévoilé, n'en doutez pas. Mais si le message remet en question le comportement de l'Église, ils ne peuvent pas se déjuger. Les secrets de Fatima, un mystère religieux qui dure depuis plus d'un siècle. Depuis les révélations de Jean-Paul II, l'Église n'est jamais revenue sur ses déclarations. Le 13 mai 2017, soit 100 ans après les premières apparitions de la Vierge à Fatima, le pape François a officiellement canonisé Francesco et Jacinta Marto, les deux petits bergers morts de la grippe espagnole. Une forme de consécration suprême pour ces deux témoins d'un événement dont la portée semble mystérieusement cachée par le Vatican. Octobre 1933, aux États-Unis, l'île des Pélicans, située au milieu de la baie de San Francisco, devient officiellement un pénitencier de haute sécurité. Alcatraz, c'est le pénitencier le plus célèbre, pas seulement des États-Unis, le plus célèbre du monde. Plus connue sous le nom d'île d'Alcatraz, elle va incarner au cours du XXe siècle la prison ultime pour tous les Américains. Elle est considérée comme inviolable et donc aucune de ces évasions n'est censée avoir réussi. Vous allez découvrir comment 3 détenus sont parvenus à s'évader de cette prison réputée inviolable. Moi, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de savoir comment disparaître. Et donc, moi, je crois absolument qu'ils s'en sont tirés. Retour sur le mystère des évadés d'Alcatraz. L'histoire de 3 détenus que l'Amérique n'a jamais retrouvés. New evidence in one of the area's most notorious cases, the escape from Alcatraz. Janvier 2018, aux États-Unis. La chaîne CBS San Francisco révèle le contenu d'une mystérieuse lettre, rédigée par un homme que tout le pays pensait décédé. Cette lettre, c'est celle de John Anglin, l'un des 3 évadés d'Alcatraz, dont le FBI avait perdu la trace lors de cette fameuse nuit du 11 juin 1962. Cette lettre, elle est signée John Anglin. John Anglin, non seulement ça dit quelque chose aux autorités américaines, mais c'est un nom que connaissent presque tous les Américains parce que c'est l'un des 3 évadés d'Alcatraz. C'est une lettre d'un des frères Anglin qui explique que son autre frère est mort et que lui est très malade, qu'il a un cancer. Et négocie en fait, donc en disant voilà, c'est moi, mais je veux pouvoir exister, je veux pouvoir revoir ma famille avant de mourir. Et donc, si vous m'accordez un pardon, on va dire, je veux bien vous raconter toutes les anecdotes, toute l'histoire, et puis vous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. John Anglin, qu'on pensait noyé avec son frère Clarence, est-il encore en vie? En tout cas, depuis 2013, la question peut sérieusement se poser. Mais après de nombreuses analyses ADN, rien n'a permis d'affirmer que l'auteur est bien ce fameux John Anglin, l'un des 3 évadés d'Alcatraz.
Pour le FBI, qui a perdu leurs traces depuis le 12 juin 1962, le mystère reste entier. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 12 juin 1962, dans la prison d'Alcatraz? Comment ces détenus se sont-ils échappés de ce pénitencier réputé inviolable? Frank Morris, John et Clarence Anglin sont-ils toujours en vie? 12 juin 1962, sur l'île d'Alcatraz. Il est 7 h du matin. C'est l'heure de la première ronde des gardes de la prison. Mais ce jour-là, ils vont constater dans l'un des blocs du pénitencier que dans 3 cellules, les détenus semblent totalement inertes. À 7 h, donc sur la première ronde du matin, les condamnés ne se lèvent pas quand ils sont appelés par le surveillant qui fait la ronde du matin. Un des gardiens s'approche, voilà, il donne un coup et voilà, on découvre immédiatement le poteau rose. C'est un branle-bas de combat incroyable dans l'ensemble de la prison, surtout qu'il y a eu un certain nombre de tentatives, mais jamais aucune tentative n'a réussi. À la place des prisonniers, les gardes découvrent des mannequins de papier. Immédiatement, la prison donne l'alerte. La police et le FBI sont mobilisés. Pour les autorités, il n'y a pas une minute à perdre, car ces 3 détenus sont des as de l'évasion. John et Clarence Anglin sont des braqueurs de banque qui sont d'abord attrapés par la police américaine et emprisonnés à Atlanta parce qu'ils sont géorgiens, qu'ils ont commis leurs méfaits en Géorgie. Mais suite à plusieurs tentatives d'évasion de la prison d'Atlanta, ils sont envoyés à Alcatraz. Dans la prison, ils retrouvent une vieille connaissance, un certain Frank Morris. Frank Morris, qui lui est l'élément de parcours pénitentiaire classique, c'est-à-dire maison de correction, à partir de 13 ans, les premières condamnations, et finalement des délits un peu moins graves, beaucoup de vols, et aussi des tentatives d'évasion. Lui, il est considéré comme très intelligent. Pour la justice américaine, enfermer ces détenus à Alcatraz, c'est a priori un gage de sécurité. C'est en fait assez commun quand un prisonnier tente de s'évader et qu'il est à 2 doigts de le faire. Eh bien, on se dit, il faut vraiment le mettre dans une prison de haute sécurité, une prison qui est absolument inviolable. Pourtant, en ce matin du 12 juin 1962, cela ne fait aucun doute. Frank Morris et les frères Anglin se sont échappés. Pour le département de justice américain, qui a déjà connu 14 tentatives d'évasion, le succès de ces 3 détenus est un véritable camouflet. Alcatraz, cette île-prison dont on ne s'évade pas, avait justement été conçue pour accueillir les criminels considérés comme les plus dangereux des États-Unis. Il ne faut pas oublier que donc cette prison, dans l'imaginaire américain et dans l'esprit en fait de l'ordre et de la justice américaine, c'est une prison inviolable. Donc c'est une légende, hein, quand on est à Alcatraz, on sait que l'évasion est impossible parce que c'est une île et qu'autour, eh bien, ce sont des courants extrêmement difficiles qui fait que même si l'on s'échappe de la prison, il n'y a aucun moyen de rejoindre San Francisco. Alors c'est une eau qui est en moyenne à cette période de l'année, qui est à 50-55 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire on va dire 11-12 degrés en fait Celsius. C'est pas c'est une eau glaciale, hein. Mais il faut savoir que l'administration d'Alcatraz a tellement conscience que effectivement il faut empêcher les éventuels candidats à l'évasion de s'habituer en fait et de se préparer à l'évasion et
en nageant dans une eau froide, que les douches d'Alcatraz sont les plus chaudes des prisons américaines. Et donc c'est un mot Alcatraz qui résonne comme cette prison de haute sécurité qui est le sommet de la hiérarchie des prisons américaines. Le premier détenu donc, qui va la mettre en valeur finalement et qui va la faire connaître, c'est dans l'imaginaire et dans le romantisme des gangsters américains, peut-être le plus connu, c'est-à-dire Al Capone, qui est un des plus connus et qui donc en 1934 va, avec le matricule 85, donc être un des premiers prisonniers du ROC d'Alcatraz. C'était vraiment l'élite du grand banditisme. Donc je pense qu'il y avait un message vis-à-vis des prisonniers d'Alcatraz et puis il y avait un message vis-à-vis de l'opinion publique. Comment Frank Morris, John et Clarence Anglin sont-ils parvenus à s'échapper? Au matin du 12 juin 1962, les enquêteurs vont découvrir que le plan d'évasion comprenait en fait un quatrième protagoniste. Cet homme, c'est Allen West. Un détenu de 33 ans qui, cette nuit-là, n'aurait pas réussi à s'extraire de sa cellule. Ils ont en revanche un avantage, c'est qu'ils ont le témoignage d'Allen West, qui est le quatrième codétenu, qui leur dit exactement le plan d'évasion. À 21h30, c'est l'extinction des feux à la prison d'Alcatraz et c'est le moment choisi par les 4 codétenus pour commencer leur évasion. Le trou a été creusé dans leur cellule, ils vont rejoindre d'abord l'arrière de la cellule et puis ils connaissent parfaitement les plans de la prison, ils vont réussir à atteindre le toit. Du toit, ils parviennent à descendre de la prison, à passer de l'autre côté des grillages. Ils s'engagent probablement vers 23h sur les flots qui entourent l'île d'Alcatraz et on n'a plus aucune nouvelle. Allen West va même aller plus loin en leur révélant leur première destination. Ces 3 détenus devaient se rendre dans l'île d'Angel Island, qui est au nord d'Alcatraz. Donc pas directement atteindre la terre ferme, mais d'abord Angel Island et ensuite la terre ferme. Immédiatement, le FBI se dirige vers l'île d'Angel Island. Et à leur grande surprise, ils vont retrouver le radeau de fortune qui aurait servi à Frank Morris et aux frères Anglin pour quitter l'île d'Alcatraz. Angel Island, c'est le dernier endroit où on trouve des traces des fugitifs. Donc on sait qu'ils ont réussi à traverser. Voilà, le fait qu'on ait ces morceaux de canaux, c'est vraiment la preuve qu'ils ne se sont pas noyés dans la baie immédiatement. Pour le FBI, la question est simple. Ont-ils réussi à rejoindre le continent à la nage depuis Angel Island? Si oui, ont-ils ensuite bénéficié de complicité? Ces questions poussent les enquêteurs à se tourner vers les familles des détenus. Les éléments sur lesquels va s'appuyer le FBI, c'est effectivement de se dire est-ce qu'il y a des complicités familiales? Et très vite, cette piste est écartée parce que, en fait, les familles, aussi bien Anglin que Morris, sont des familles pauvres qui viennent, qui sont pas du tout dans ce secteur, dans cette région-là, et avec lesquelles finalement on n'imagine pas des complicités, des accointances importantes. Donc le FBI se détourne rapidement de la piste familiale. La Californie est bouclée. Les évadés sont a priori totalement encerclés. Mais ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs, c'est que dans la région de San Francisco, aucun vol ou agression n'ont été signalés. Et il y a, dans les premiers jours, quelque chose qui tranche singulièrement avec toutes les évasions précédentes. Il n'y a pas de traces d'agression. Or, on sait qu'ils n'avaient pas d'argent,
qui n'avaient pas de nourriture, qui n'avaient pas de vêtements de rechange. Ça veut dire que s'il n'y a aucune trace d'agression, aucune trace de vol dans la région, eh bien, c'est qu'ils probablement ont disparu en mer. En tout cas, c'est la première hypothèse de la police et du FBI. Malgré l'importance des moyens déployés, c'est ça qui fait vraiment le mystère d'Alcatraz. C'est incroyable. Ils ont tout le monde à leur trousse et on perd totalement leurs traces. Frank Morris et les frères Anglin sont-ils toujours vivants? Ou ont-ils été emportés par les terribles courants de la baie de San Francisco? Quelques semaines après le 12 juin 1962, une mystérieuse découverte va laisser penser que les 3 détenus ont été emportés par les flots. Et un élément, donc quelques semaines plus tard, va finalement apporter de l'eau à cette théorie. Le 17 juillet, on retrouve un corps dans la baie de San Francisco. L'état du corps ne permet pas de dire que c'est l'un des 3 évadés, mais les médecins légistes disent que c'est un corps qui est à l'eau depuis environ 5 semaines. Il est inidentifiable. Quand on dit inidentifiable pour le FBI, bon, on n'a pas les moyens évidemment de la police scientifique actuelle, mais ça veut dire qu'en 5 semaines dans l'eau, même de mer, ça ne suffit pas à détériorer un corps à ce point-là, si vous voulez, pour qu'il soit complètement inidentifiable. Donc ça veut dire qu'il a dû être attaqué par des requins ou les oiseaux en fait de mer qui l'ont fortement abîmé et dégradé. Et donc tout ce que le FBI retient, c'est que ce corps est vêtu d'un jean et que le jean, donc, c'est la tenue en fait des prisonniers. Donc ils en concluent que c'est un des prisonniers, le seul qui reste. Comme dans les précédentes évasions, très souvent les corps n'avaient pas été retrouvés. On conclut effectivement qu'il y a de fortes chances pour que l'évasion n'ait pas réussi. Pour le FBI et le département de justice américain, l'image de la prison d'Alcatraz est préservée. Mais malgré ce message destiné à l'opinion publique, l'enquête sur les évadés d'Alcatraz restera ouverte pendant près de 17 ans. En 1979, l'affaire est classée. Le FBI estime qu'ils ne retrouveront pas les 3 évadés, probablement parce qu'ils se sont noyés. Politiquement, c'est plus facile de conclure un échec de cette évasion en disant « Voilà, ils ont disparu en mer, et donc c'est bien ce qu'on disait, on ne s'évade pas du roc », et ça arrange tout le monde de penser que l'évasion n'a pas réussi. Le dossier du FBI compte à ce jour 1757 pages de dossier. Quand même la preuve que tout a été fait pour les retrouver, mais c'est un échec. Et en 1979, finalement, l'opinion publique se dit, qui a suivi de manière très précise cette affaire, qu'on ne retrouvera jamais les 3 évadés d'Alcatraz. Si la prison a aujourd'hui été transformée en musée, le mystère des évadés d'Alcatraz va connaître un nouveau rebondissement. En 2015, près de 50 ans après, le journal américain le New York Post va révéler que la famille Anglin a reçu au cours des années qui ont suivi l'évasion plusieurs cartes de vœux pour les fêtes de Noël. New York Post révèle que la famille de Clarence et John Anglin ont reçu des cartes postales non affranchies des 2 frères. Évidemment, c'est une révélation qui relance totalement l'affaire. Plus étrange encore, la famille va révéler avoir reçu en 1975 une mystérieuse photo. Le 12 octobre 2015, le New York Post va finalement contribuer à ce que l'affaire soit relancée. Ils vont révéler de nouveaux éléments déterminants pour la suite. Il y a cette fameuse photo qui est sortie par l'intermédiaire d'un neveu des frères Anglin. C'est une photo qui a été datée de 1975, où on voit 2 personnes. Donc on est sur une photo de mauvaise qualité, une photo d'amateur, et effectivement, elle laisse quand même planer un doute important. Cette photographie montrerait les 2 frères Anglin, John et Clarence, au Brésil. Cette énigmatique photo va sérieusement faire douter le gouvernement américain. Mais comme pour la lettre adressée en 2013 à la police de San Francisco et signée John Anglin, le FBI a préféré ne pas se prononcer.
Le deuxième élément qui, je pense, amène une interrogation, au moins aux yeux du gouvernement américain, c'est, là encore, la notion de camouflet, c'est-à-dire de dire on a conclu que l'évasion n'avait pas réussi et donc que le roc est inviolable. Là, on serait obligé de faire volte-face et d'admettre, finalement, notre faiblesse et notre échec dans cette histoire-là. Donc c'est aussi intéressant pour le gouvernement américain de dire non, non, c'est un faux. C'est pas assez probant pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Les deux fugitifs sont-ils toujours vivants? S'agit-il bien des frères Anglin sur cette mystérieuse photo? En janvier 2020, une entreprise spécialisée dans la reconnaissance faciale va comparer les photos de détenus des frères Anglin avec cette énigmatique photo datant de 1975. En janvier 2020, donc 57 ans après l'évasion d'Alcatraz, cette photographie est analysée par un logiciel de reconnaissance faciale. On sait aujourd'hui comparer les photographies, l'emplacement du nez, la distance entre les yeux, la distance entre la bouche et le nez, qui permettent de dire que cette photographie de 1975, eh bien, à la surprise générale, serait effectivement la photographie des deux frères Anglin. Si cette photo sème le doute, une question demeure. Comment John et Clarence Anglin ont survécu au terrible courant de la baie de San Francisco? Aujourd'hui, leur puissance n'est plus un mystère, mais parvenir à les braver relève de l'exploit. Selon un chercheur de l'université de Delft aux Pays-Bas, qui a étudié les marées de la région, les frères Anglin se seraient élancés à un moment bien précis dans les eaux froides du Pacifique. L'ingénieur hydraulique hollandais, il va faire des simulations et à un moment donné, ils vont faire des essais vraiment précis sur le terrain, si j'ose dire, c'est-à-dire en mer, en prenant à chaque instant de la marée avec le même coefficient de marée, c'est-à-dire la même force motrice du courant dans un sens ou dans l'autre, et les horaires de marée. Donc la possibilité pour un objet qui quitte Alcatraz d'être emmené soit vers le large, soit vers la côte. Et donc là, sur l'heure à laquelle donc on situe leur départ, c'est-à-dire entre 23h et minuit, les ingénieurs hydrauliques s'aperçoivent qu'on est sur ce qu'on appelle la renverse du courant. C'est-à-dire qu'en fait, la marée arrête de descendre et elle va remonter. Et donc, au moment de cette inversion du courant, il y a un effet, en fait, qui est un effet de déplacement des masses d'eau vers le nord. Et vers le nord, c'est quoi? C'est Angel Island. Si ce créneau est respecté, avec la force du courant qu'il y avait et donc le coefficient de marée du 11 juin 1962, c'est tout à fait possible de se faire emmener et à la renverse, de se faire déposer sur la côte à Angels et donc, effectivement, de pouvoir réussir l'évasion. Des courants favorables et une photo que la technologie semble valider. Tout porte à croire que les évadés d'Alcatraz ont réussi leur coup. Pourtant, par manque de preuves tangibles, le FBI refuse toujours de tirer une conclusion définitive. D'ailleurs, le dossier de Frank Morris et des frères Anglin est officiellement toujours ouvert. Il sera définitivement fermé lorsque les 3 fugitifs auront atteint l'âge de 99 ans.